si tu arrives à être serein avant, maître pendant et fier après ta course, bah, l'objectif, il est réussi. Pour moi, l'abandon, c'est tout simplement un changement de priorité à l'instant T, tu vois. Si tu décides d'abandonner pour te préserver physiquement parce que ton objectif, c'était un objectif secondaire aujourd'hui, finalement, c'est pas un abandon. Souvent, ce que je présente, c'est qu'il y a une pyramide un peu des objectifs. Tu vas avoir un objectif d'être sur une course. Et moi, c'est vraiment cette partie-là qui m'intéresse, la partie être, ETRE, qui va être avoir tel état d'esprit, être fier de moi durant la course, etc. Derrière, ça va découler généralement sur 3 objectifs qui vont être relativement concrets de performance, qu'on va appeler A, B et C. A, ça va être un objectif de surperf, B, ça va être un objectif de performance, et C, ça va être ton objectif, on va dire, minimal, de performance minimale. Dans le cadre d'un ultra, en fait, la première chose, ça va être de faire du fractionnement mental de ta course. Si tu pars pour 160 bornes, ça va être long. Par contre, si tu pars pour 21 et qu'au bout de 21, tu repars pour 16, puis pour 32, puis pour... Enfin, voilà, tu as compris la démarche. C'est quand même complètement différent dans la perception de l'effort. Tu as vraiment 2 types de visualisation. Tu as celle à travers tes yeux, on va dire, qui est associée, et tu as celle qui est dissociée, où tu te vois un peu à la troisième personne. Et dans le cadre de l'échec, c'est exactement la même chose, c'est de se dire, OK, ce jour-là, ça s'est mal passé, mais qu'est-ce qui s'est bien passé aussi? Donc, aller tirer des apprentissages et du positif là-dedans. Et surtout, ne pas se culpabiliser. Et si échouer était un art? Je suis Clément Socky et chaque semaine je vous emmène à la rencontre de sportifs, entrepreneurs et artistes qui vont transformer leur crise en opportunité pour vous aider à maîtriser cet art et réussir selon vos propres critères. Aujourd'hui, on se retrouve avec Clément Méraud, préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance. On revient sur sa vision de la prépa mentale avant d'échanger sur les outils qu'il utilise comme la pyramide des objectifs, la visualisation ou encore la narration personnelle. Avant de lancer l'épisode, un grand merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Crisis, mais plus de 80% d'entre vous ne sont toujours pas abonnés. Si c'est ton cas, clique sur s'abonner, c'est gratuit et ça vous permet d'être au courant des nouveaux épisodes, mais pour nous ça change tout. Parce que plus on est nombreux, plus les invités acceptent et plus on peut avoir des invités de qualité comme Clément aujourd'hui. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Bon épisode. Clément, je suis ravi de t'accueillir sur Crisis, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ça va super, écoute, je suis très content de tourner l'épisode aujourd'hui avec toi. On va parler de plein de choses, donc ça va être très cool puisque tu es préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance justement, donc trail, ultra trail et cyclisme, on en a parlé aussi un petit peu juste avant de tourner l'épisode. Donc aujourd'hui justement, je voulais voir avec toi un peu à travers ton parcours, qu'est-ce que tu fais et comment tu travailles au niveau de la prépa mentale. Je voulais parler aussi un peu d'une thématique qui est récurrente et qui revient souvent sur Crisis, qui est l'échec. Comment est-ce que toi tu le gères personnellement, mais aussi comment tu le gères avec les personnes que tu accompagnes et tout ça. Et une autre thématique aussi qui m'a dit qui t'intéressait beaucoup et qui je pense va aussi intéresser tous ceux qui nous écoutent, qui est ce que tu appelles l'histoire personnelle ou la narration personnelle. Si ce déroulé te va, je te propose de commencer en te présentant pour ceux qui nous écoutent justement. Allez, ça me convient très bien. Et bah, du coup, moi, Parfait. c'est Clément, j'ai 28 ans, je suis originaire de la Mayenne, dans l'ouest de la France. J'ai un parcours qui n'a pas grand-chose à voir de base avec la préparation mentale. J'ai fait un programme grandes écoles, école de commerce. Ensuite, j'ai bossé pendant 2 ans en start-up à Paris. J'ai eu en fait la chance, entre guillemets, d'avoir un licenciement économique pour derrière me reformer cette fois à la préparation mentale pendant un peu plus d'1 an et monter du coup ma micro-entreprise Sabai Coaching il y a à peu près 1 an tout pile. C'était début juillet l'année dernière. Donc ça passe plutôt vite. Donc aujourd'hui, j'accompagne athlètes professionnels et amateurs sur la partie préparation mentale. Comme tu l'as dit, principalement dans les sports d'endurance, course à pied, trail, ultra trail, cyclisme aussi, triathlon. Mais aussi, on va dire toute personne qui a des demandes, qu'importe son projet de vie ou son projet sportif, puisqu'il y a quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est le lien entre ce que tu peux faire dans ta vie professionnelle et personnelle et ce que tu vas mettre dans ton sport. Il y a beaucoup de liens et de bénéfices qu'on peut aller chercher dans l'un et dans l'autre. Et donc, c'est toute cette partie-là qui, je trouve, est super intéressante. Ok, très cool. Du coup, là, tu disais que ça fait environ 1 an que tu es à ton compte en tant que préparateur. Tu as déjà suivi ou tu suis actuellement encore beaucoup de personnes ou c'est encore les débuts où ça fait des hauts et des bas entre le nombre d'accompagnés? Non, ça fait quelques mois que ça se structure davantage. En fait, j'ai vraiment commencé en juillet l'année dernière et j'ai vraiment accéléré dessus en janvier.
Et là, depuis avril, il y a du suivi récurrent entre 10 et 15 athlètes tous les mois en suivi. Il y en a qui viennent de manière, on va dire, ponctuelle sur un objectif. On va se faire 3, 6, 8 sessions selon les demandes et les besoins. Et il y en a, et je remarque de plus en plus, qui, après ces 3, 6, 8 sessions, restent une fois par mois au fil de l'année, qu'importe, puisqu'il y a toujours des petites choses à régler et que les retours sont super positifs. Ok, très cool. Et sur ces genres de profils, justement, est-ce que tu as déjà pu accompagner des personnes sur des, je vais pas dire des gros projets parce que enfin, à chacun son Everest, entre guillemets, mais des projets que les gens peuvent imaginer ou voir un peu en fonction de ce que tu dis? Ouais, il y a tout. Il y a une personne, c'était son premier semi-marathon. Il y en a plusieurs, c'est sur un projet marathon, Paris 2026 notamment. Il y a de l'UTMB, il y a le 80 des Templiers, il y a des formats marathon sur trail. Et il y a une personne qui est partie aussi pour 3 jours d'ultra, d'itinérance, avec un sac à dos à la tente. Enfin, voilà, il y a pas mal de projets et d'histoires assez différentes. On va dire qu'il y a 30% des athlètes que j'accompagne, c'est des professionnels élites ou semi-pro. Et le reste, 70%, c'est des gens bah, tout simplement un peu comme toi et moi, qui ont un job à côté et qui, le sport, c'est une source d'accomplissement, de dépassement, de plaisir aussi, et qui ont envie du coup de mettre toutes les chances de leur côté pour réussir là-dedans. Et en vrai, c'est hyper intéressant de voir ça comme ça, parce que bah, du coup, tu m'avais dit que tu connaissais aussi Eloïse Terek, que vous échangiez un peu. Et c'est ce qu'on avait dit pendant l'épisode où, en fait, la prépa mentale, ça touche tout le monde, pas forcément que les athlètes, et pas forcément que les athlètes de haut niveau. Est-ce que tu remarques une différence de manière d'accompagner justement une personne qui est professionnelle et qui fait 35 heures semaine d'entraînement et une personne qui a un 35 heures justement à côté et qui s'entraîne les week-ends et pendant les pauses? Ouais, j'ai déjà remarqué des différences, notamment sur la partie, on va dire, connaissance de base, je trouve. C'est-à-dire quand tu es athlète pro, tu as déjà entendu parler de préparation mentale, tu as peut-être déjà lu des bouquins, tu t'es un minimum renseigné là-dessus. Et donc, tu as déjà des bases, des petits questionnements, des petites choses, on sent qui sont là, que tu as été fouillé. Là où des fois, la personne, on va dire, complètement novice, va découvrir tout un monde et va être hyper curieuse sur plein de sujets. Là où l'athlète pro va avoir davantage en fait d'exigences, notamment sur un blocage en particulier, comment rebondir à un échec. Enfin voilà, on vient davantage sur une thématique en particulière. Là où la personne, on va dire amateur, novice sur la préparation mentale, eh ben, on va explorer un monde tout nouveau. Ok. Et d'un point de vue justement plus accompagnement ou personnel pour ceux qui se font accompagner, est-ce que il y a un avantage d'être dans, au-delà d'être, on va dire, athlète professionnel ou faire ça comme un passe-temps, il y a un avantage de déjà connaître certaines choses ou d'être curieux de tout et justement partir de zéro. Il n'y a pas de bonne réponse, ça va vraiment Ouais. dépendre de chacun. Il y a des athlètes avec qui j'ai bossé en fait qui avaient déjà fait de la prépa mentale pendant 2 ans avec quelqu'un d'autre, tout simplement voulu changer et découvrir une autre approche, une autre manière de faire. Et il y a des personnes mais, qui n'y connaissaient entre guillemets rien, qui étaient hyper curieuses de tout sur plein de sujets. Et après, bah, il y a aussi comment tu transmets la chose. Est-ce que tu es plus sur entre guillemets ton histoire personnelle, tu as besoin d'écriture, est-ce que tu as besoin de réciter des choses à l'oral, comment toi t'aimes apprendre les choses. Donc il y a aussi forcément cette partie un peu humain, feeling, compréhension, écoute, qui est hyper importante parce que on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas non plus travailler avec tout le monde. Donc c'est hyper intéressant pour les deux parties de trouver à la fois bah, la bonne personne pour la préparation mentale, mais aussi bah, pour moi comme pour mes collègues, de pouvoir travailler avec des gens bah, qui a de l'engagement, il y a de la confiance, et c'est quand même un projet qui va demander bah, un investissement personnel de la personne. Donc il faut qu'elle soit prête aussi à s'engager, à mettre les choses qu'on propose d'essayer de mettre en place pour voir les résultats, pour tester, pour régler. C'est vraiment un travail collaboratif et c'est ça que je trouve super intéressant. Et justement, juste avant, tu disais, bon, alors, du coup, ceux qui écoutent le podcast, on a déjà eu deux préparateurs mentaux qui sont passés, mais pour redéfinir un peu les termes, parce que tu disais qu'en général, les athlètes connaissent dans les grandes lignes la préparation mentale ou un peu plus, et les autres pas du tout, alors que ça peut très bien leur servir aussi. Et je reste persuadé que même quand on n'a pas un projet, on va dire, sportif, ou qu'on n'est pas un athlète, la prépa mentale aide dans la vie de tous les jours sur certains niveaux. Comment est-ce que toi tu définirais entre guillemets simplement la prépa mentale pour ces personnes ou pour celles qui sont curieuses et qui se demandent si ça peut les aider? Parce qu'il y a souvent, je sais que c'est un débat qu'Héloïse a souvent, le trouble, enfin,
le flou qu'il y a un peu entre la prépa mentale et un psychologue. Ouais. Un exemple que je donne souvent et que je trouve qui est assez parlant, notamment sur course à pied trail, c'est quand tu vas faire une prépa physique, que tu vas être dans tes entraînements, tu vas développer vraiment tes habilités physiques, vitesse, endurance, mobilité, musculature, etc. Et nous, ensemble, en fait, on va développer tes habilités mentales. Donc ça va être tout ce qui est accueil des émotions, la concentration longue, on va travailler sur les motivations, sur l'anticipation, voilà, sur vraiment développer des habilités mentales pour moi, en tout cas, ma vision, c'est la sérénité, parce que c'est le fait que tu sois serein qui fait que tu vas être prêt à performer le jour J. Et donc, il va y avoir un gros travail sur émotion, comparaison aux autres, il va y avoir plein de sujets autour de ça. Et après, ben, on va mettre des outils en place pour t'aider justement à être plus serein et donc, in fine, plus performant. Ok, mais du coup, il y a quand même toujours un objectif un peu de performance derrière, d'un point de vue, que ça soit physique ou mental, justement. Pour moi, c'est plutôt un objectif de, c'est ce que je dis souvent, si tu arrives à être serein avant, maître pendant et fier après ta course, bah, l'objectif il est réussi. Parce que généralement, si tu es serein sur la ligne de départ, que tu arrives à bien accueillir tes émotions, tu es dans ta bulle, tu es focus, tu te compares pas aux autres. Pendant la course, tu as toutes les clés en toi pour savoir pourquoi tu es là, comment rebondir dans les moments de difficulté, rester focus sur tes objectifs, et qu'après, tu arrives à célébrer la victoire, qu'importe le résultat. Et bah, finalement, c'est là que la préparation mentale est utile parce que tu seras globalement heureux tout le long Ouais. et donc la performance, elle arrivera. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon chemin de pensée. Si tu te concentres vraiment sur le résultat et donc finalement la performance, c'est pas toujours le résultat qui sera escompté parce que tu peux te perdre. Et puis après, c'est quelle définition aussi tu mets à la performance, quoi. On Ouais. est tout ce qui est course à pied, trail, on est quand même dans des sports qui sont entre guillemets ingrats, dans le sens où tu as 2, 3, 5 rendez-vous maximum dans l'année pour montrer que tu es en forme et que tu es présent. Et donc, tu peux pas répondre 100% présent aux 5 rendez-vous. C'est impossible parce qu'il y a toujours des hauts, des bas, il y a toujours des aléas. Physiquement, tu peux pas être à 100% 5 fois dans l'année. Donc, c'est vraiment aussi définir un peu cette notion de performance et de se dire que ça peut être tout simplement ton plein potentiel le jour J ou exploiter l'ensemble des ressources que tu as de dispo là, en ce moment, tout de suite aujourd'hui. Et donc, en fonction de ça, accepter que le résultat il puisse être top du top des fois, parfois pile au niveau de ce que tu pensais, et des fois en deçà un peu des exigences, mais c'est pas grave, il y a d'autres rendez-vous, il y a d'autres choses à mettre en place. C'est un point que je trouve important que tu soulignes, justement, le fait de donner sa propre définition de la performance. Je sais que quand j'avais lu, alors je l'ai pas lu en entier malheureusement, mais j'ai lu en travers quelques pages de la Bible de la prépa mentale de Target. Et il y avait un passage qui m'avait intéressé parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vu de ce point de vue-là et défini comme tel, qui était justement la performance, comme quoi il y a deux, alors je vais peut-être dire une bêtise dans les termes qu'il a utilisés, mais la performance purement sportive de résultat, et il y a aussi la performance bien-être, pardon, dans le sens où méditer X minutes ou X heures ou se reposer, faire une sieste, c'est aussi un état de performance parce qu'on recherche un certain état qu'on doit garder dans le temps pour réussir à le maintenir. Et je trouve ça intéressant de voir ça comme ça. Je sais pas si justement toi c'est quelque chose que tu travailles et que tu implémentes dans ta vision et ta définition de la performance, mais je serais curieux de voir ton avis là-dessus. Ouais, mais je partage assez ce point de vue. Pour moi, la performance, elle n'est pas uniquement liée à un résultat. On a l'impression que la performance, c'est souvent faire un podium sur une course, mais en fait, ça va dépendre aussi surtout de tes capacités, d'où tu viens, de ce que tu avais fait ou pas avant dans le sport. Et donc, en fonction de ça, il y a des personnes, faire un 10 km, ça va être une performance énorme en fonction de leur chemin de vie. Et il y en a d'autres, effectivement, mais ça va être d'aller chercher un podium sur un ultra trail type UTMB. Donc, il n'y a pas de bonne définition à la performance, c'est vraiment en fonction de toi et quelle importance aussi tu lui accordes. Il y en a pour qui la performance, ça va être la réussite sociale, ça va être l'argent. Il y en a d'autres, ça va être justement un titre, une victoire, une médaille au JO. Et il y en a effectivement, ça va être juste quand tu es performant, c'est quand tu es bien, quand tu es dans ta bulle, quand tu es tranquille, quand tu es, on va dire, sain d'esprit, que tu n'as pas de pensée parasite, que tu es dans un bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Donc vraiment, tu peux donner un peu la définition que tu en as envie. Si on l'applique davantage au cadre du sport, moi je dirais que c'est vraiment être en mesure de donner tout ce que tu as donné le jour J. Donc tout ce qui va être autour des émotions, de la concentration, des comparaisons aux autres, etc. Ne pas avoir de jugement finalement. Ok. Et dans cet objectif de performance, entre guillemets, j'ai l'impression que c'est très lié aussi avec
Bah justement, ce que je viens de dire, les objectifs de performance et de maîtrise, moi, c'est quelque chose que j'avais découvert en début de master parce qu'il y avait un préparateur mental qui était passé justement, qui nous en avait parlé et que j'ai approfondi un peu avec Héloïse. Et je trouve que c'est un sujet, enfin que c'est une thématique qui est très intéressante parce que justement, de ce que tu dis là, ça prouve qu'on peut réussir et performer sans atteindre un résultat précis. Et justement, est-ce que toi, les objectifs de performance et de maîtrise, c'est quelque chose que tu utilises avec les personnes que tu accompagnes ou toi-même personnellement? Et est-ce que tu peux nous redéfinir déjà un peu qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est un truc qui est pas souvent, à chaque fois que j'en parle, les gens me disent, tiens, c'est intéressant, j'avais jamais vu ça comme ça. Ouais, les objectifs de maîtrise, c'est un des outils, on va dire, qu'on peut mettre en place dans le cadre des objectifs. Souvent, ce que je présente, c'est qu'il y a une pyramide un peu des objectifs. Tu vas avoir un objectif d'être sur une course. Et moi, c'est vraiment cette partie-là qui m'intéresse, la partie être, ETRE, qui va être avoir tel état d'esprit, être fier de moi durant la course, etc. Derrière, ça va découler généralement sur trois objectifs qui vont être relativement concrets de performance, qu'on va appeler A, B et C. A, ça va être un objectif de surperf. B, ça va être un objectif de performance. Et C, ça va être ton objectif, on va dire, minimal, de performance minimale. Et en dessous de ça, tu vas avoir justement les objectifs de maîtrise qui vont te mener soit à A, soit à B, soit à C. Et A, B ou C va te mener à l'objectif d'être. Ok. Et donc pour moi, les objectifs de maîtrise, en fait, c'est des petites choses que tu peux facilement activer durant la course, qui vont être vérifier que tu as bien pris tes 30 grammes de glucides par heure, que tu as bien bu ton litre d'eau, de penser à toujours lever la tête quand tu arrives en haut d'un col, demander comment tu te sens, faire un petit scan corporel, se dire que tu es là, que tu es bien, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment des petites choses qui sont activables, qui te permettent de rester focus durant la course, qui vont te permettre en fait d'aller chercher toi l'objectif, on va dire davantage chronométrique que tu as envie d'aller chercher sur la course. C'est hyper intéressant de voir ça comme ça parce que, alors je connaissais le principe de objectif de maîtrise et de performance, mais je l'avais jamais travaillé avec, là, ce que tu disais, la pyramide. Et je me rends compte qu'instinctivement, c'est un peu ce que j'ai fait sur mon dernier marathon où je visais un chrono précis de base en objectif de performance et j'avais mes objectifs de maîtrise. Sauf que j'avais un deuxième objectif de performance parce que l'entraînement avait fait que et j'avais eu des blessures qui faisaient que l'objectif de performance principal était un peu remis en cause où je m'étais dit déjà c'est de le finir et après si on vise un temps ou qu'on voit que c'est possible on joue le deuxième mais le premier c'est celui-ci quoi. Et j'avais jamais imaginé cette pyramide et je trouve ça intéressant de d'avoir ça en tête pour pouvoir bon là on parle de défis sportifs et d'autant plus avec des courses mais dans au sens large dans d'autres projets de définir sa pyramide comme ça. Quand quand tu accompagnes des personnes sur ce genre de construction de pyramide entre guillemets, je pars toujours du principe que les réponses, elles sont toujours en nous, faut juste avoir les bonnes questions. Mais justement, quelles sont pour toi les bonnes questions qu'il faudrait se poser pour pouvoir définir, peut-être pas toute la pyramide, mais en tout cas la grosse base, quoi. Une action que j'aime bien poser, moi, c'est quelle personne tu as envie d'être pendant et après la course. Ok. De réfléchir vraiment à ça sur en fait la partie état d'esprit, la partie posture, la partie de comment par exemple tu vas te situer vis-à-vis des autres, le comportement que tu as envie d'avoir vis-à-vis des autres, comment tu as envie que les personnes te perçoivent, comme quelqu'un qui est combatif ou quelqu'un qui grogne, ou enfin tu vois, tous ces sujets-là, et surtout après la course, qui tu as envie d'être dans 2, 5 ans. Est-ce que cette course c'est juste une brique? Est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce que c'est la finalité justement de quelque chose qui va t'embarquer sur tout ça? Et donc, une fois que tu réponds un peu à ces questions-là, on va aller chercher des points sur la motivation, sur des objectifs un peu plus lointains, qui te permettent justement de baisser la charge mentale qui est vraiment liée à cet événement précisément. Ok. C'est c'est marrant parce que ça fait un lien avec là en ce moment, je suis en train de refaire des recherches justement sur le comment dire, pas sur la résilience mais sur le fait de travailler justement son mental, tu sais, pour aller faire les séances qu'on n'aime pas sous la pluie, les choses comme ça et tout. Donc ça typiquement c'est ça rentre dans qu'est-ce que j'ai envie d'être pendant ou après, mais justement comment est-ce que toi tu travailles ou t'amènes les gens à travailler de se dire ok bah là je suis à un point A, j'ai envie d'être à un point B pendant ma course et après, mais en fait c'est deux personnes qui sont totalement différentes,
Mais maintenant que je sais que je veux aller dans cette direction, comment est-ce que je fais pour y aller? Je sais pas si ma question est claire posée comme ça, entre guillemets, mais je... Bah, Ouais, si je vois ce ok. que tu veux dire. C'est, enfin, moi, c'est un peu au début ce qui m'a passionné, je pense, c'est de se dire, il y a deux personnes, il y en a une qui va réussir et l'autre qui va échouer, alors qu'elles ont le même niveau, on va dire, de compétences et de connaissances de base, c'est ça? Ouais, non, ma question c'était plus, je sais pas, par exemple, j'ai déjà fait des courses et là j'ai envie de faire un trail long. Ouais. Et j'ai envie que, en reprenant ce que tu me disais là, pendant ma course, on me voit comme quelqu'un, je sais pas, de joyeux, qui est content d'être là, qui a envie de faire cette course. Pourtant, quand je fais des courses et mon état naturel n'est pas du tout comme ça pour le moment, comment est-ce que je fais pour réussir à m'approprier cette personnalité, entre guillemets, ou ce masque vers lequel j'ai envie d'aller pour qu'il, entre guillemets, ne devienne plus un masque, mais ma réelle personnalité dans l'effort. Bah, ça, c'est tout l'intérêt justement de la partie préparation qu'il y a dans préparation mentale. C'est que ça demande du temps et du Ok. travail en amont. Et on va vraiment en fait travailler sur toi. Et là, ça va notamment être la partie, tout ce qui va être discours interne, projection, donc visualisation de toi pendant la course. Tu as vraiment deux types de visualisation. Tu as celle à travers tes yeux, on va dire, qui est associée. Et tu as celle qui est dissociée, où tu te vois un peu à la troisième personne, soit de dessus, soit devant, sur le côté, etc. Et là, tu vas essayer de te percevoir, bah, toi, en train de sourire, d'avoir les épaules relativement larges, le dos droit, les yeux regardés devant, plutôt que d'habitude où potentiellement tu peux te voir tête baissée, un peu courbée, dans le dur, tendu, etc. Et donc en travaillant sur cette perception-là, on va pouvoir t'amener à justement ça durant la course. Et après, on va travailler sur des petites choses que tu pourras activer durant la course. Typiquement, des phrases que tu vas pouvoir te dire qui vont te remettre dans tel état d'esprit, qui vont te rappeler tel souvenir. Et tout simplement aussi, bah, si tu as envie d'être le gars joyeux durant la course, bah, pensez à sourire. C'est le truc bête, mais c'est vraiment hyper important. Ça va activer plein de choses là-haut qui font que bah, globalement, tu bascules dans autre chose. Ouais. Ok, je vois. Ouais, c'est un peu comme, je crois que c'était Florent Manodou quand on avait parlé de sa prépa mentale où il avait des ancrages en natation. Alors j'ai plus les noms parce qu'il les avait partagés, les mots et tout, mais où quand il fait un certain mouvement, le fait de dire ce certain mot, je crois que c'est puissance, ça lui donnait envie d'aller plus fort et plus vite. Ok. Et du coup, ça, ouais, ça rentre dans l'optique de la prépa mentale que tu travailles en amont de ton événement pour pouvoir les réutiliser le jour J, c'est ça? Ouais, complet. Notamment sur la partie ancrage. En fait, si tu le fais une fois, potentiellement, ça peut marcher. Mais le résultat, c'est pas sûr qu'il soit présent. Par contre, si tu le fais en entraînement dans les bonnes conditions, par exemple, si tu vas aller chercher le côté combatif sur une partie dénivelée ou sur le parti, on va dire 35-40 du marathon où ça devient un peu plus compliqué, et ben, si tu arrives à mettre ça en place à l'entraînement, que ça marche, que le point d'ancrage est bien défini, que tu l'as testé, etc., en course, ça répondra présent. Et donc, ce sera davantage puissant. Ok. C'est ça, toute la partie un peu aussi pédagogique qui est dure à mettre en place en prépa mentale, c'est qu'on a l'impression que c'est du one shot pour beaucoup. Alors que non, c'est vraiment un travail à long terme et c'est pour ça qu'aujourd'hui, généralement, quand j'accompagne des athlètes, on commence, comme je te disais, par 3, 6, 8 sessions et au final, ils restent tout au long de l'année parce qu'ils se rendent compte qu'il y a plein de choses toujours à régler, Ouais. des choses à rajouter, etc. Donc, dans ce que tu disais là, enfin, du coup, ça se travaille sur le long terme, mais il y a un truc qui est important dans ce que tu as dit, c'est que si je veux travailler mon esprit combatif pendant les montées ou post 35 km, peu importe la course, on a beau faire de la visualisation dans le canapé ou à l'entraînement, ce qui va vraiment renforcer ce travail-là, c'est de le faire dans des situations similaires pendant le jour J pour le renforcer, c'est ça? Sur la partie point d'ancrage, ouais, complètement. Si tu es en bas d'un col et que typiquement tu serres le point, que tu vas revivre en 2, 3, 4, 5 secondes, un moment où tu as déjà été dans cette posture, dans la combativité, dans tel état d'esprit, et que tu vas le marquer, donc vraiment le geste du point, tu vois, je serre fort le point, je ferme les Ouais. yeux une demi-seconde et je me reprojette dans cette situation-là, et bah, petit à petit, ça va devenir un automatisme, et ce serrage de point sera vraiment associé à l'état d'esprit de combativité. Ok. Ouais, donc après, l'ancrage, serrage de points ou comme Nadal qui alignait ses bouteilles, peu importe la personne. Mais en fait, je trouve ça intéressant parce que ça fait écho avec l'épisode qu'on a fait avec Arthur Planck, qui lui est préparateur mental aussi, mais spécialisé pour les gymnastes. Où ouais, on avait parlé de Nadal et ce qu'il disait, c'est que t'auras beau aligner toutes les bouteilles du monde que tu veux et remettre ta coupe de cheveux avant chaque service ou peu importe le sport, si t'as pas fait tout le travail en amont sur toi-même avant,
les bouteilles alignées, elles changeront rien à ta vie, à ta vie. Je suis assez d'accord, je partage à 100%. Du, du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait un gros flou entre guillemets, la psychologie et la prépa mentale, c'est qu'il y a une grosse partie de remise en question et de compréhension de qui on est et d'où on veut aller. Est-ce que, je suppose que quand tu fais ça en accompagnement, tu guides aussi les personnes à se poser ces questions ou à aller dans cette direction, mais pour des gens qui sont tout seuls ou qui le font d'eux-mêmes, est-ce que toi, tu as des outils que tu partages comme ça ou des questions? Parce que je sais que typiquement, le journaling, c'est quelque chose qui revient régulièrement avec tous les invités qui passent sur le podcast. Malheureusement, il n'y a pas de méthode miracle parce que chaque invité a sa propre méthode, tu vois. Mais, euh, mais ouais, par exemple, est-ce que toi, le journaling, c'est quelque chose que tu recommandes et comment est-ce que tu le recommandes pour commencer, pour quelqu'un qui a envie de s'y mettre? Parce que c'est souvent les questions qui me reviennent, c'est ouais, je vois que ça a l'air d'être bien, mais quand je suis face à ma feuille, je sais pas quoi écrire, quoi. Ah, c'est vraiment ce que tu as envie d'aller chercher avec le journaling, en fait. Toi, si c'est quelque chose qui te correspond pas, que tu jamais aimé l'écriture, que tu jamais fait ça, et que globalement tu vas y aller à reculons, ça servira pas à grand-chose. Et pour moi, c'est aussi l'intérêt de ce qu'on fait, c'est ma vision en tout cas, c'est d'essayer de transmettre dans un premier temps comment ça marche, ce que ça va apporter, et ensuite on va choisir l'outil qui est adéquat. Et le journaling, c'est un outil. Mais ce qui est intéressant, c'est d'abord de prendre toi, ce que tu as envie d'aller chercher, et comment tu aimes aller chercher les choses. Est-ce que ça va être tout simplement à l'écrit? Est-ce que ça va être davantage à l'oral? Il y a différents outils qui sont activables en fonction des différentes personnes. Et du coup, sur la partie journaling, ouais, c'est un outil qui revient souvent, parce que l'écriture, c'est quelque chose auquel on est relativement habitué. Et donc, moi, je le recommande si c'est quelque chose qui te convient et auquel tu as envie d'adhérer. Parce qu'il y a vraiment cette partie-là aussi qui est importante, c'est que si tu vas faire quelque chose à reculons, les résultats seront beaucoup moins présents. Ouais. C'est, bah, je crois que j'ai vu un épisode là il y a pas longtemps. Ça devait être d'Extraterrien avec enfin le gérant de Midas, les chaussettes et les semelles de trail, donc tu dois connaître. Et justement, c'est ce qu'il disait aussi, c'est que il y a ce qu'on conseille pour un athlète qui va le faire performer, mais il y a aussi ce que lui ressent émotionnellement et la connexion qu'il a avec ce qu'il utilise. Et il vaut mieux qu'il utilise des outils qui sont moins performants, mais avec lesquels il est content de les utiliser, que des outils qui seront beaucoup plus performants, mais avec lesquels il y va à reculons parce que bah, le fait d'y aller à reculons, ça va compenser on va dire, le delta de progression, quoi. 100% d'accord. Vraiment, la première chose, c'est d'adhérer aux méthodes, aux outils, etc. Et c'est pour ça que c'est important de trouver le ou la préparateur, préparatrice mentale qui te convient. Parce que derrière, les méthodes qui vont découler, s'il n'est pas en adhésion tout simplement avec ce qu'il dit et ce qu'il te propose, les résultats ne seront pas là non plus. Ouais, c'est hyper intéressant de voir ça comme ça. Et justement, en parlant d'accompagnement, ça fait un peu la transition sur ce qu'on disait en introduction sur la gestion de l'échec, tout ça, parce que je pense que tu as dû pas mal en gérer. Alors, échec au sens large, parce qu'en général, je me rends compte que les échecs, c'est souvent une projection de l'entourage extérieur plutôt que de la personne elle-même. Euh, que ça soit d'un point de vue personnel, toi en tant qu'athlète sportif, mais aussi avec les personnes que tu accompagnes, comment est-ce que tu gères, entre guillemets, l'échec maintenant? Parce que je pense que ton parcours a dû évoluer maintenant que tu es préparateur mental et tes outils par rapport à ça. Mais ouais, c'est quoi la première étape quand tu es face à un échec comme ça? Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux, entre guillemets? À part manger une glace dans le canapé. Pour moi, c'est vraiment remettre un peu de contexte et de définition sur le mot échec. On est quand même dans un monde qui est hyper binaire. Il y a les gentils, il y a les méchants, il y a soit tu as réussi, soit tu as perdu. Donc, pour moi, il y a un énorme milieu finalement entre l'échec et la réussite. Et c'est toujours d'essayer de se situer au milieu. C'est-à-dire que même si tu fais une super course, il y aura forcément des réglages qui peuvent être faits. Et donc, même dans le cadre de réussite, célébrer, savourer, mais aussi se dire il y a des apprentissages à en tirer, des choses qui se sont bien passées, des choses qui se sont moins bien passées. Et dans le cadre de l'échec, c'est exactement la même chose, c'est de se dire ok, ce jour-là, ça s'est mal passé, mais qu'est-ce qui s'est bien passé aussi? Donc, aller tirer des apprentissages et du positif là-dedans. Et surtout, ne pas se culpabiliser. On est hyper doué pour ça, pour entre guillemets, se faire mal, se rabâcher les choses qui ne vont pas. Et en fait, c'est plutôt pratiquer un peu de l'autocompassion, de se dire ok, ça n'a pas marché ce jour-là, mais pourquoi?
Et surtout, qu'est-ce que j'enclenche pour que ça revienne pas si ça me convient pas? Et surtout, C'est... vas-y, Ouais. Non, vas-y. j'allais dire et surtout en fait aussi d'affirmer que si pour toi c'est pas un échec, et ben ne pas hésiter à le dire en fait. Comme tu dis, c'est beaucoup les personnes qui vont mettre des perceptions sur ta victoire, ta réussite ou non. Mais si pour toi, tout simplement abandonner parce que tu t'es priorisé ce jour-là ou que tu n'étais pas dans l'objectif, dans l'énergie, dans la motivation, et que toi tu le vis pas comme un échec, et ben le dire ouvertement en fait. Pour moi, l'abandon, c'est tout simplement un changement de priorité à l'instant T, tu vois. Si tu décides d'abandonner pour te préserver physiquement parce que ton objectif, c'était un objectif secondaire aujourd'hui, finalement, c'est pas un abandon. Ce que tu as envie, c'est d'aller faire une bonne course pendant 2 mois, tu ressentis une petite gêne. Abandonner aujourd'hui, ça n'a aucun impact. Pourtant, pour les gens, ça peut être perçu comme un échec. Mais c'est vraiment, tu vois, remettre du contexte, remettre des mots là-dessus. C'est... En fait, c'est intéressant de dire ça comme ça parce que ouais, je me rends compte que la majorité des gens qui performent, entre guillemets, que ce soit des sportifs ou des entrepreneurs ou des artistes, peu importe le domaine, en général, déjà, il y a des dizaines et des centaines d'échecs d'un point de vue public avant qu'ils réussissent. Mais il y en a très peu qui utilisent ces termes à proprement parler d'eux-mêmes quand ils regardent le parcours. C'est juste une étape qui est obligatoire pour avancer. D'autant plus que, surtout dans la mentalité française, on va dire, l'échec est très mal vu. Moi, je sais que c'est Xavier Niel que je trouve très intéressant par rapport à ça parce que c'est l'un des rares entrepreneurs français. Et le passage que j'ai en tête, c'est quand il avait fait Hot Ones, où c'est l'un des rares qui dit mais là je me suis planté 9 fois avant de faire ça et je suis très content d'avoir foiré, d'avoir eu un échec parce que si je me serais pas mangé ces 9 gamelles, jamais je me serais relevé une 10e fois quoi. Et je trouve ça intéressant de changer cette perception là-dessus, de se dire en fait c'est peut-être pas forcément si mal du moment qu'on se relève derrière. Complet. C'est un peu la phrase les leaders d'aujourd'hui, c'est les losers d'hier. C'est vraiment tout simplement une perception que tu as à un moment sur une situation, sur quelque chose. Et au final, toujours remettre un peu de contexte là-dessus. Et c'est surtout comment tu te relèves qui va être intéressant. Et quand on parle de se relever justement, enfin je pense que quand c'est une blessure, la première question que les gens se posent, c'est ok, je récupère et je retourne travailler mes gammes, refaire du sport pour réathlétiser le physique. Mais on oublie souvent justement la partie mentale et toutes les problématiques qu'il y a derrière où bah, typiquement, quand tu as eu une rupture des ligaments croisés, que tu t'es fait opérer, d'un point de vue physique, tout est nickel, mais le mental continue de bloquer parce qu'il y a une préhension et une peur là-dessus. Et je pense que justement, ça, c'est un sujet qui est pas assez mis en avant et sur lesquels les gens n'ont pas l'habitude d'aller, c'est de travailler autant le mental que le physique, voire le mental avant même le physique, parce que le physique se développe plus vite que le mental, j'ai l'impression. Je- Oui, il y a vraiment, pour moi, il faut vraiment aligner en fait le corps et l'esprit tout simplement. Et donc, quand tu reviens de blessure, travailler sur ta capacité à prendre le temps, à reprendre confiance en ton corps, en tes sensations, aller chercher des zones de chaleur, des zones de froid. Est-ce que c'est de la douleur ou est-ce que c'est tout simplement une gêne que tu es en train de t'imaginer? Comment tu mets le doigt dessus vraiment? Donc il y a plein de sujets qui peuvent aller creuser et puis après tout ce qui est vraiment la partie estime de soi. Dans le cadre généralement de réathlétisation, on a des grands sujets comme est-ce que je vais réussir à retrouver mon niveau? Est-ce que je vais pas me reblesser? Donc tous les sujets qui sont autour des peurs, qui sont hyper intéressants à aller creuser, à aller discuter avec les sportifs et athlètes qu'on peut accompagner sur elles viennent d'où ces peurs, est-ce qu'elles sont vraiment légitimes, comment on peut faire en sorte de les travailler, est-ce que c'est des croyances ou des peurs. Voilà, il y a plein de sujets encore une fois qui peuvent être travaillés là-dessus. Et c'est peur quand c'est comme ça. J'allais dire comment est-ce qu'on peut travailler dessus au-delà d'être accompagné, mais en fait, je pense que c'est déjà brûler des étapes entre guillemets parce que dans la majorité du temps, on ne sait pas qu'elles existent. Enfin, on ne sait pas que c'est des peurs. On se dit juste que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Comment, de toi, ton expérience, peut-être plus d'un point de vue personnel, quand toi ça t'arrive, comment est-ce que tu arrives à passer ce gap de te dire, ok, bah c'est comme ça et on avance, à, ok, là c'est comme ça,
mais ça bloque peut-être à cause d'eux, et donc il faut que je travaille dessus. C'est vraiment toujours, en fait, essayer de remettre du contexte sur tes pensées et ce qui arrive à l'instant T. Il y a des fois, ça vaut pas le coup. Entre guillemets, il faut vraiment ne pas mettre du tout de jugement et laisser les choses passer. Donc là, on va être davantage sur de la pleine conscience, des sujets comme ça. Et il y a des fois, en fait, sur les peurs, c'est vraiment comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est lié à un traumatisme peut-être qu'il y a eu à un moment? Est-ce que c'est quelque chose parce que c'est une situation qui est récurrente dans ton quotidien? Si par exemple, on prend l'exemple de la peur de faire une mauvaise descente ou de penser que tu es mauvais en descente, des sujets comme ça. Ça peut être lié tout simplement soit à un traumatisme. Il y a un moment, tu es tombé, tu t'es fait super mal. Tu as gardé ça en tête. Soit tu t'es par exemple toujours entraîné avec un groupe de personnes et tu étais toujours le dernier parce qu'ils avaient un niveau qui était au-dessus du tien. Et donc dans ta tête, toi, c'est ancré qu'en descente, t'es le gars à l'arrière parce que t'es mauvais. Et donc tu as peur des descentes maintenant. Ou soit c'est tout simplement lié à l'éducation, une mauvaise perception de toi-même. Ça peut être lié à plusieurs choses. Et donc c'est remettre du contexte là-dessus. Est-ce que vraiment t'es mauvais en descente? On va aller regarder vraiment ce qui peut se passer à côté ou pas. Et après, quand tu arrives justement au haut de ton col et que tu t'apprêtes à faire la descente, changer la posture en fait. Plutôt que de dire j'ai peur d'aller faire cette descente, de dire j'ai envie de prendre du plaisir dans cette descente, je veux et je vais prendre du plaisir dans cette descente. Quitte à y aller plus doucement, mais essayer de retrouver petit à petit des sensations de plaisir dans ces parties-là et en remettant du contexte là-dessus. Parce que généralement, les peurs, elles sont liées à quelque chose. Il faut aller trouver ce quelque chose et après pour le désamorcer. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait via beaucoup de questions ouvertes, un partage de choses qui ont pu se passer ou souvent les peurs elles sont liées aussi à des projections qu'on peut se faire. Notamment la peur de se reblesser, des choses comme ça, c'est la peur de louper tel événement, etc. Ok. Ce- Instinctivement, là, j'ai une question qui me vient entre guillemets. Je sais pas si c'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens, mais dans ma pratique sportive, il y a quand même une recherche de, euh, je sais pas comment le formuler, mais de, entre guillemets, travailler son mental pour justement pas lâcher quand on est au 35e, qu'il en reste 5 ou des choses comme ça. Et je suis retombé sur des recherches et des épisodes de Andrew Huberman où justement il montrait que il y a des études récentes qui montraient que dans le cerveau, il y a une zone du cerveau qui se renforce et augmente quand on fait des choses qu'on n'aime pas, ce Mm. qui en même temps augmente entre guillemets notre résilience. Et plus on fait des choses qu'on n'aime pas, plus ça se renforce entre guillemets comme un muscle. Mais qu'à partir du moment qu'une activité qu'on n'aime pas, et ben elle passe dans justement ce que tu disais là, prendre du plaisir à le faire. Cette activité ne développe plus cette zone du cerveau, voire parfois la fait régresser ou diminuer légèrement. Et, et du coup, tu vois, instinctivement, là, j'ai la première question qui me vient de me dire, ok, mais je veux devenir meilleur en descente, donc il faut que je change ma vision de je suis nul, j'aime pas ça, à je suis bon, je vais prendre du plaisir. Mais en fait, en passant dans ce paradigme-là, peut-être que je vais défavoriser aussi le développement de ma résilience et de mon mindset qui fait que je vais rien lâcher plus tard. Comment est-ce que toi, je sais pas si c'est un sujet que tu as déjà eu ou ça, ça me passait comme ça en tête, mais comment est-ce que toi t'aborderais justement cette dualité de pas forcément prendre du plaisir, mais ne plus avoir peur de faire quelque chose tout en continuant de travailler cette résistance et ce mental entre guillemets. En fait, c'est vraiment de trouver le juste milieu entre ce qui pour toi est trop challengeant et t'apporte du risque, et ce qui à l'inverse est trop routinier, sécurisant. Et en Ok. fonction de où toi tu vas te situer là-dedans, il y a un curseur qui va être à pas dépasser. Sur la partie routine et sécurisant, si effectivement on te dit tout le temps que tu es le meilleur, etc., jamais tu iras te challenger parce que tu es le meilleur. Donc tu n'iras pas faire la séance en plus, les sujets comme ça, qui font qu'un jour, tout simplement, tu seras plus le meilleur. Donc c'est comment tu rajoutes toujours du challenge et du risque pour garder cette zone qui est un peu au milieu, qui va être tout simplement la fluidité, la performance, le flow, tous ces sujets-là. Mais attention non plus à pas trop basculer sur trop de risques et trop de challenge, parce que tu risques tout simplement d'exploser et d'aller au-delà de soit tes capacités physiques et mentales, et d'aller sur un résultat qui ne te convient pas non plus. Et donc c'est en fait toujours vraiment trouver le juste milieu entre risque et sécurité, enfin risque et challenge, pardon, et la partie routine et sécurité.
Ok. Et donc, en fonction des personnes, il y en a, ils vont être très dans la routine et la sécurité, ça leur fait du bien. D'autres, ils ont constamment besoin de risques. Mais il y a toujours ce curseur qui est compliqué à toujours placer, mais qui va te permettre en fait de rajouter toujours un petit quelque chose dans la recette pour te challenger. Parce que du coup, là, ce que tu parles pour être dans un bon état, là, c'est ce qu'on appelle le flow, c'est ça? Ouais, c'est Entre le guillemets. flow, la Ouais. fluidité, ça va être la Ok. performance. Et du coup, c'est le. Alors, je sais pas si ceux qui nous écoutent auront déjà vu le schéma, mais c'est le schéma où c'est un cadran avec une zone rouge au-dessus, une zone rouge en dessous. Et je sais pas comment le représenter pour ceux qui nous écoutent, mais c'est un peu comme un compteur de voiture, entre guillemets, quoi. Si on est trop bas dans les tours, on n'est pas dans le flow parce qu'on est dans ce qui est trop routinier, et donc on se challenge pas et on se développe pas. Et si on monte trop dans les tours, on repasse dans le rouge parce que là, justement, on est trop dans l'excès, et donc en fait, c'est pareil, on progresse pas parce qu'on s'auto-détruit, entre guillemets, c'est ça? Ouais, comblé. En fait, tu as vraiment, faut imaginer 5 parties. Celle qui est tout à gauche du cadran, ça va être la partie panique et stress. Celle qui est entre la gauche et la performance et fluidité, ça va être la partie vraiment défi et risque. Tu vas avoir la performance et la fluidité. Et en dessous, tu vas avoir la maîtrise et la sécurité. Et encore en dessous, routine et démotivation. Et donc, tu as ce cadran en 5 parties. Et le but, c'est d'aller toujours chercher la zone du milieu, qui est la zone de performance, fluidité, de bien-être, de flow. Et aux extrémités, en fait, tu as panique et stress et routine et démotivation. Et entre deux, tu as deux zones qu'il faut essayer d'aller chercher, qui conviennent ou non en fonction des profils et des personnes, qui va être défi et risque et maîtrise et sécurité. Ok. Ok, donc ouais, ça après c'est en fonction, comme ce qu'on disait au début, chacun sa recette et sa méthode en fonction de qui on est et de notre manière de travailler. On sera plus dans un des cadrans ou dans l'autre et ok. Et, et dans le cadran, là, tu parlais qu'il y avait la zone basse, c'est tout ce qui est routine et j'ai oublié le deuxième mot, mais Tu vas avoir maîtrise et sécurité, routine et démotivation. ok, routine et démotivation, mais du Ouais. coup tout ce qui tourne dans la routine, comment enfin, est-ce que toi, en tant qu'athlète, justement, tu as des routines? Et est-ce que les athlètes que tu accompagnes, tu les amènes et tu les pousses à travailler sur des routines? Dans le sens où, est-ce que c'est utile à tous d'avoir des routines pour faire du sport ou un défi, Ouais, moi j'allais je, redire sportif, mais je suis convaincu que oui, il faut une routine mentale quotidienne, comme tu vas avoir une routine physique généralement quotidienne de soit t'étirer, soit de faire de la mobilité, des entraînements, voilà. Et la routine mentale, c'est justement hyper important pour te projeter dans la course, renforcer l'estime de soi, travailler sur ton discours interne, un moment aussi un peu de méditation, d'être un ouais, moment bien à soi pour activer du bien-être par la suite. Ça peut passer par la respiration, par la méditation, par la projection mentale. Donc pour moi, tous les athlètes que j'accompagne, on met en place une routine. Et généralement, de base, ils ont déjà une sorte de routine. Pour les athlètes professionnels, c'est quasiment constamment, ils en ont déjà une en place. Pour certains athlètes amateurs, il y en a qui font des choses de manière un peu irrégulière, et donc c'est comment on va la structurer. Et pour ceux qui n'en ont pas du tout, c'est comment on la crée et comment on fait en sorte que ça devienne une habitude. ok, Et donc cette routine, au début, ça va être 5 minutes, puis 7, puis 10, puis 15. Et en fonction des besoins et des outils qu'on met en place, on va mettre différentes choses dans cette routine. Mais ok, la routine, dans ce sens-là, elle n'est pas négative. Dans ce qu'on appelle le profil d'action et donc la partie routine et démotivation, c'est vraiment plutôt l'idée de se dire que si tu fais quelque chose quotidiennement où tu tombes dans la réussite, tu vas pas avoir ce truc qui fait que ça va te challenger parce que tu sais que tu réussis. Ça va devenir vraiment une habitude. Et donc si on prend le cas de typiquement quelqu'un qui fait toujours quelque chose, par exemple qui gagne toujours des courses ou qui finit toujours super bien placé, il n'ira jamais chercher le capot dessus parce qu'il est dans cette partie routine. ok. Et tout simplement, un jour, il tombera dans la démotivation. Donc c'est comment tu rajoutes davantage un peu une partie de défi et risque pour justement augmenter le curseur et rajouter ce niveau de performance. Ok. C'est une réflexion que je me suis posée il y a 3 4 jours que je trouvais intéressante justement. Je veux bien ton avis là-dessus. C'est que justement, on est beaucoup à avoir des habitudes ou des routines qu'on fait régulièrement, mais d'un point de vue dépassement de soi et performance, j'ai l'impression que c'est pas forcément la bonne recette entre guillemets parce qu'une
une habitude ou une routine, c'est quelque chose que tu fais machinalement sans réfléchir et tu as toujours plus ou moins le même résultat. Alors que quand on a un objectif, que ce soit sportif ou autre, mais de vouloir se dépasser et performer, ce serait plus enfin, une sorte de process où l'idée c'est de faire la même chose à chaque fois, mais mieux que la fois d'avant, entre guillemets. Je sais pas si c'est clair la manière dont je le dis. Si, si. Après, est-ce qu'il y a besoin de toujours faire mieux? Ça, c'est des questions qu'on travaille aussi. La meilleure version de soi-même, finalement, est-ce que c'est pas chiant? Tu vois? Il y a des sujets comme ça aussi qu'on a travaillé pour. Ça amène toujours en fait des charges mentales, toutes ces questions-là. Et c'est tout simplement de tomber dans la zone qui va vraiment être où bah, toi, tu te sens bien, tu te sens serein avec ce qu'on fait, ce qu'on met en place et que ça te convienne aussi. Donc si tous les jours tu vas rajouter quelque chose, ça te fait tous les jours quelque chose à penser en plus, une charge mentale supplémentaire, etc. Et donc c'est hyper Ouais. important aussi que ces routines elles soient en adéquation avec toi et avec tes objectifs et tes performances. On entend souvent parler des mantras, des discours internes positifs qu'il faut avoir, etc. Mais il faut que ce soit hyper cohérent avec toi où tu as envie d'aller. Si demain je me dis que je vais faire 2h15 au marathon, j'aurais beau me le répéter tous les matins, ça ne marchera pas. Ouais. Donc tu as vraiment cette partie-là aussi qu'il faut intégrer et comprendre. Il y a des gens pour qui c'est un peu le schéma, tu vois, de la marche. C'est-à-dire, si tu pars de zéro et que tu as envie d'aller au 7e étage, et ben, si tu prends l'ascenseur et que tu n'en as plus, ça peut faire un grand écart, tu vois. Alors que si tu prends marche par marche, ça va être plus long, mais tu y arriveras. Ouais. C'est, c'est marrant parce que du coup, tu m'as découlé et fait une transition sur la question que je voulais te poser après sur les routines où justement, comment est-ce que tu tombes pas dans le trop dans le sens où tu crées une routine et tu vois que tu as des effets positifs, alors peu importe la routine avant de faire un sport entre guillemets, comment est-ce que tu tombes pas dans le trop et tu te satisfais de ce que tu as sans te dire ah mais si je rajoute ça et si je rajoute ça et si au final tu te trouves à la fin avec une routine qui fait 8 heures pour faire un 5 km d'une demi-heure. À quel moment tu arrives à te dire peut-être que là ça devient trop de rajouter, rajouter, rajouter et travailler là-dessus? Bah, si c'est avec les athlètes que j'accompagne, c'est à travers l'échange. S'il y en a qui te disent déjà, voilà, moi, 15 minutes par jour, quand je passe de 0 à 15, c'était déjà beaucoup. Donc on va travailler davantage sur du 10 minutes et puis on augmentera le curseur petit à petit. Et si c'est tout simplement toi, c'est est-ce que là, tout simplement, les bénéfices que tu es venu chercher de cette routine, ils y répondent? Si la réponse est oui, est-ce qu'il y a besoin de toujours aller chercher plus? Non, pas forcément. Par contre, dans le cadre, potentiellement, tu as un nouvel objectif, quelque chose d'un peu plus grand qui arrive, rajouter une petite brique pour relancer quelque chose d'un peu plus puissant. Ok. Mais Mais c'est du coup, vraiment aussi, ouais. le but de la routine, c'est aussi se contenter un peu de tout simplement ce que tu as, les bénéfices là, et de se concentrer sur l'instant et le moment présent aussi, ce qu'on oublie Ok. beaucoup. Et du coup, dans ce que tu dis, là, il y a un point qui est important, c'est de pas considérer une routine comme fixe et indéfinie, entre guillemets. C'est-à-dire que si j'ai une routine de 15 minutes et que demain prépare un défi sportif qui est 2 fois plus important, peut-être qu'il faudra que je rajoute des briques et que la routine durera une demi-heure, 3 quarts d'heure. Mais une fois que cet objectif est passé, rien ne m'empêche de redéconstruire cette routine pour la rediminuer à 10-15 minutes en fonction des objectifs actuels, c'est ça? Oui, complet. Il y a des choses que tu peux garder comme des exercices de respiration, comme la petite sieste que tu peux inclure dedans. Et il y a des choses que tu vas pouvoir modifier et réguler à d'autres moments qui vont être davantage là sur la partie Ok. discours interne, visualisation, tous ces sujets-là. Quand tu n'es pas dans un objectif ou qu'il est très lointain, est-ce que tu as besoin de faire ça tous les jours quotidiennement? Moi, personnellement, je pense pas. Si ça te fait du bien, pas de souci, garde-le, fais-le. Si c'est une charge que ça crée en toi, parce que ça prend du temps et que tu n'as pas spécialement envie ou que ça te bloque sur d'autres sujets, pas de souci, on l'enlève, on la régule. Ok. C'est hyper intéressant. Et je pense qu'il y a un autre point aussi qui est important à souligner sur ce genre de routine. Je l'ai vu passer il y a quelques jours, ça doit être sur Twitter ou Instagram avec Alex Hormozy, je sais pas si ça te parle, mais c'est un entrepreneur américain et il avait fait un post, je crois que c'était pour la fête nationale aux États-Unis, et il avait fait un post, bon alors après à prendre avec des pincettes parce que c'est toujours du contenu à l'américaine, un peu pour faire le show, mais il avait écrit un truc en mode les États-Unis ont été construits sur des hommes qui fumaient le cigare, buvaient du whisky et roulaient sans ceinture. Donc si vous loupez votre routine de biohacking ou de préparation mentale un jour dans votre vie, c'est pas ça qui va faire que tout va s'effondrer, quoi. Bon, ça reste à prendre avec des pincettes, mais du coup,
l'idée est là aussi, elle est qu'il faut pas, comme ce que tu disais, que ça devienne une charge mentale au point où le jour où on la loupe, la journée est fichue et la préparation aussi, quoi. Complètement. Moi, c'est un truc que je mets beaucoup en avant, que j'ai d'abord fait beaucoup sur moi et que je partage et transmets avec les athlètes que j'accompagne, c'est vraiment l'autocompassion en fait. On est super dur avec nous-mêmes par rapport à ce qu'on est entre guillemets dur avec les autres. Donc commencer à être un peu plus tendre avec soi-même, vraiment pratiquer l'autocompassion. Si tu rates une séance ou si tel jour tu fais pas telle chose, bon, bah, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que ça change la face du monde? Pas forcément. Donc rajouter un peu d'autocompassion, d'être plus sympa avec soi-même, ne pas toujours se juger sur tel sujet, etc. Et en fait, là, on va vraiment amener de la sérénité sur pas mal de sujets. Après, tu as tout le reste qui va être la performance. Si effectivement tu commences à louper 5 séances par semaine, bon, bah, il y a d'autres choses à aller chercher. Mais si une fois au cours du mois, tu as loupé ou raté une séance parce qu'il est arrivé telle chose et que potentiellement tu as traîné à un dîner qui te faisait du bien ou tu es allé boire une bière avec un pote parce que tu avais envie, bah, finalement, ça va activer plus de choses positives chez toi que ça aurait amené de la frustration de absolument, absolument faire cette séance parce qu'elle était marquée sur un bout de papier et de te frustrer parce que tu as dit non à un pote que tu voulais voir. Je vois. Bien résumé, merci beaucoup. Et pour sortir un peu de la partie routine et préparation mentale, entre guillemets, pour passer sur le sujet dont on a parlé en introduction, qui est l'histoire personnelle ou la narration personnelle. Je sais jamais quel terme utiliser exactement. Euh, Déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est dans les grandes lignes pour qu'on puisse situer un peu? Parce que moi, c'est un concept que je connais, mais surtout de l'anglicisme avec la self-story. Et je sais pas si c'est exactement la même chose, mais pour ceux qui nous écoutent, au moins qu'on puisse se situer et comprendre de quoi on parle après. Ben, pour moi, c'est vraiment savoir qui tu as envie d'être et l'histoire que tu as envie d'écrire de toi, quoi. Ok, Donc ça, généralement, on va l'appliquer dans un premier temps dans le cadre du sport et c'est là qu'on va aller chercher des briques sur la partie pro et sur la partie perso. Et ça va vraiment être tout le discours que quotidiennement, tu vas pouvoir te dire qui va te mener, ça va être davantage tes ambitions, ça va être un peu finalement ton but. Et là, vraiment la personne de qui j'ai envie d'être là dans 2 ans, mais aussi dans 5 ans et également dans 10 ans. Et qu'est-ce qui va me porter durant tout ça? ok. Et tout ça, ça Et va découler sur d'autres choses qui là vont être davantage vraiment sur le discours personnel. C'est quand on a vraiment en fait tendance à se définir quand on demande globalement qui tu es, on va te demander directement, tu vas répondre ton métier et jamais vraiment qui tu es toi, vraiment la personne quoi. Est-ce que tu es un gars qui est joyeux? Est-ce que tu es un gars qui aime telle chose, qui se bat pour telle cause? Tous ces sujets-là. Et donc en définissant ça déjà, on va aller chercher tout ce qui va être autour de l'identité, autour des motivations profondes. Et après derrière, oui, il y a la partie objectif, mais c'est hyper intéressant d'aller chercher tout ce qu'il y a en haut, généralement sur lequel on met pas le doigt, pour comprendre pas mal de choses. Et une fois que tu as compris ça, on va pouvoir mettre plein de choses en place. ok, là c'est parfaitement résumé, donc merci beaucoup. Est-ce que quand tu travailles sur cette histoire personnelle, du coup, tu regardes que le présent et le futur, c'est-à-dire là où tu veux aller, ou est-ce que ce soit toujours pareil, la question, toi personnellement, quand tu accompagnes des gens, mais est-ce que tu regardes aussi le passé et d'où vient la personne pour l'inclure dans cette histoire? Il faut forcément inclure le passé et la personne y reviendra forcément. Et c'est là des fois où du coup la frontière elle est très fine avec la psychologie et qu'il faut rester dans le cadre et ne pas hésiter à réorienter si on sent que c'est hors du champ des compétences tout simplement. Mais tu es constitué de ce qui s'est passé avant, de ce qui se passe maintenant et de ce dont tu as envie après. Donc le passé, présent, futur, il est là. Après, il y a des moments où on va se concentrer uniquement justement sur le présent. Et c'est ce qu'on va aller chercher souvent dans le cadre des compétitions. C'est pas penser à ce qui s'est passé avant et pas se projeter sur un hypothétique futur. Ok, Et par contre, tout ce qui va être davantage en lien avec les croyances, les peurs, etc., évidemment, on va travailler sur le passé. Et tout ce qui va être autour de la visualisation, de la projection, des ambitions, on va travailler sur la partie future. ok. Et pourquoi est-ce que on travaille justement ces deux parties en dualité? Enfin, c'est peut-être pas vraiment pourquoi la bonne question, mais quel est l'intérêt de travailler en parallèle le passé et le futur
Dans le sens, est-ce qu'il y a un avantage de travailler ce que je veux pas et ce que je veux, ce que j'ai été et là où j'ai envie d'aller? Ou enfin, est-ce que ça renforce d'un point de vue préparation mentale et tout ce qu'on fait après de travailler cette dualité un peu de son histoire? C'est comment tu peux un peu changer aussi la perception que tu as du passé pour la changer dans le futur. Si on prend un cas concret, tu as fait une course, tu as abandonné, je sais pas si on prend par exemple la diagonale des fous, tu as abandonné en haut du Maïdo, tu y retournes 2 ans après, il s'est passé ça. Il y a un souvenir émotionnel fort parce que tu t'étais préparé, tu as abandonné, et cetera. Donc quand tu y reviens, tu vas avoir ces souvenirs qui vont être mis en place. Et donc là, il va y avoir un travail à faire au moment présent sur le futur. Et donc ça va être notamment de la projection mentale, de l'anticipation, de la visualisation, de comment toi tu te vois cette année-là, donc dans quelques mois, arriver au Maïdo, dans quel état d'esprit, quel comportement tu auras, dans quelle posture, et potentiellement aussi retravailler l'image que toi tu avais du passé. Si tu étais entre guillemets anéanti au sol, par terre, avec tes bâtons en train de te dire j'abandonne, et potentiellement tu vois, essayer de travailler sur les sensations que tu as eues à ce moment-là pour essayer de trouver de la force un peu dans la mémoire, tu vois, de te voir en train de te relever. Et donc de changer la perception que tu as eue de ce moment-là. Ok, Donc en travaillant un truc du passé, ça peut servir pour le futur. Donc les deux sont pas du tout forcément en dualité et peuvent être liés. ok. Et là, d'un point de vue plus atteindre des objectifs et préparation, justement, dans la préparation mentale, parce que la préparation mentale, c'est un grand chapeau dans lequel il y a plein d'outils et de sous-thématiques, pour toi, quelle place justement cette narration personnelle, elle prend dans la réussite au sens large? Parce que la définition de la réussite, pareil, elle dépend des gens, mais Pour moi, c'est central dans le sens où, à partir du moment où ça va découler de toi, globalement, ça va être plus simple, plus fluide, plus instinctif. Je pense que tout le monde s'en rend compte. Quand tu fais quelque chose que tu as envie de faire, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de frustration. Globalement, c'est facile. Et je sais pas, quand tu te lances dans un projet, tu auras toute l'énergie pour le faire. Si tu dois bosser 50 heures parce que tu as envie d'arriver là, tu te poseras pas la question de le faire. Et par contre, quand tu n'es pas là au bon endroit, pas dans la bonne dynamique, et juste faire quelque chose à contre-cœur, ça crée de la frustration, tu n'es pas dans la bonne énergie. Donc si ça part de toi, tout ce qui découlera sera plus simple. Et donc si ton ambition c'est d'être entre guillemets là dans le sport, et donc toute la partie entraînement, tous les sacrifices ou concessions que tu vas devoir faire à un moment, toi tu les percevras pas comme, parce que ton ambition c'est d'être là. Par contre, si ton ambition c'est finalement pas la bonne et potentiellement celle de ton entraîneur, celle de tes parents ou un truc qui toi te fait pas plus kiffer que ça, aller à l'entraînement ça va être plus compliqué. Faire ces concessions, ça va être plus compliqué. Et c'est comme ça en fait que tu vas créer ce qu'on appelle un peu une dissonance, un déséquilibre entre la partie inconsciente et la partie consciente ouais. qu'il y a dans le cerveau. Et c'est cette partie-là qui est hyper intéressante. C'est pour ça que je pense que faut d'abord définir toi où tu as envie d'aller et qui tu as envie d'être, ce qui derrière va te permettre de redescendre petit à petit, un peu dans l'échelle ou dans la pyramide. Mais pour moi, c'est central dans le cadre de la préparation mentale. Ouais. C'est c'est marrant parce que du coup on retombe sur le conseil, je vais pas dire le conseil bateau, mais le conseil qu'on entend à chaque fois qu'on pose, enfin que les gens posent des questions, que ce soit des acteurs, des entrepreneurs, des sportifs, en mode quel est le conseil que vous donnerez à quelqu'un qui veut faire ce que vous faites? Fais quelque chose qui te fait plaisir, quoi. Et je sais pas si t'avais vu cette vidéo, je crois que c'est Nadal en interview à Roland Garros cette année, où justement il y a un journaliste qui lui posait une question sur son fils, où il lui demandait, je sais plus comment il avait posé la question, mais il lui avait dit, admettons que votre fils veuille devenir le meilleur joueur de tennis du monde comme vous l'aviez été, est-ce que vous le pousseriez à le faire tout en connaissant tous les sacrifices, les douleurs et les échecs que vous avez vécus sur votre parcours? Et Nadal avait répondu en deux temps en mode mon fils, je le pousserai quoi qu'il a envie de faire à être le meilleur. Mais deuxièmement, j'ai jamais eu de sacrifice et j'ai jamais vu mon parcours comme des sacrifices, même si quand j'avais 14 ans, je sortais pas, je voyais personne parce que j'allais m'entraîner au tennis, parce que c'est ma passion et que je vis de ce que j'avais envie de faire, quoi. Et je trouve ça intéressant de, justement, ce que tu disais, se recentrer sur soi parce qu'en fait, la perception que les gens ont de ce qu'on fait, elle est rarement très
on va dire, corrélé avec la réelle perception qu'on a de nous-mêmes quand on est en action, sauf si on essaye de plaire à tout le monde, entre guillemets. T'as tout dit là-dessus, je pense. À partir du moment où c'est une envie profonde, tu vois pas ce que les gens autres peuvent voir. Et après, beaucoup aussi, comme tu disais, en fait, ils retranscrivent leur peur sur toi. Et donc, si toi, à 14 ans, en train de t'entraîner et pas potentiellement en train d'être avec les copains au foot ou de jouer aux jeux vidéo ou de partir en soirée, même si à 14 ans, ça peut être un peu tôt, c'est tout simplement que c'est eux une peur de se dire que bah, potentiellement, ils n'avaient pas envie de ça à ce moment-là, donc ils te posent ouvertement la question de ça. Mais pour toi, ça n'a jamais été un sujet parce que tu savais déjà à 14 ans où tu avais envie d'aller. Et c'est ce qui, enfin, moi, c'est un peu toujours ce qui m'a passionné, ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est il y a deux personnes qui ont les mêmes connaissances, les mêmes compétences. Il y en a un qui va réussir, l'autre qui va échouer. Et c'est de comprendre finalement ce pourquoi. Et ce pourquoi, ça va vraiment être pour moi uniquement la partie paramétrage et ambition. De si tu as envie d'aller là, que tu crois en toi, il y a de grandes chances que ça arrive. Et si l'autre, il sait pas trop où il a envie d'aller et qu'il croit moyennement en lui et en ses capacités à aller chercher ce rêve pas très bien établi, ça marchera pas. Ouais. C'est... Je crois qu'il y a déjà eu plein d'études comme ça aux États-Unis sur des jumeaux qui avaient été séparés à la naissance ou des choses comme ça pour les éduquer justement de façon différente pour voir les résultats où est-ce qu'ils finissaient. Enfin, entre guillemets, en partant de la génétique, mais aussi de l'environnement et de la préparation qu'ils avaient eue. Mais c'est intéressant de voir ça comme ça et de se poser ouais, les questions bah, qui je suis vraiment, où est-ce que j'ai envie d'aller. Parce que au-delà de transformer les événements passés en meilleures leçons ou en apprentissage ou en plus belle histoire de ce que tu disais là, c'est aussi ce qui te permet, quand tu es dans ta course ou dans des moments difficiles, de continuer, je pense. Bah, complètement. Là-dessus, on va travailler vraiment les motivations. Et quand tu sais pourquoi tu es là et que tu as anticipé que ça allait être dur, parce que, prenons le cas d'un ultra, ça va forcément être dur à des moments, et ben, il n'y a pas de sujet, entre guillemets, d'abandon, etc. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de là où j'ai envie d'aller, donc on avance. Ouais, Versus quelqu'un qui n'a pas identifié encore tout ça, et ben, premier moment de donne sur un ultra, les premières questions vont se poser d'abandon, etc. Soit il arrive à relever la tête, soit par contre, au deuxième moment de donne, ça coupera. ouais. Mais si tu sais pourquoi tu es là dans la bonne dynamique, normalement, tu as fait de la préparation mentale, tu as les clés pour pouvoir avancer. On n'est jamais à l'abri d'eux, mais tu vas sécuriser quand même pas mal de sujets. C'est, c'est marrant parce que ça me fait penser à une citation de Mike Horn, parce que j'ai fait une newsletter là il y a pas longtemps sur la résilience justement. Et moi, il y a une citation de Mike Horn qui m'a beaucoup aidé. Alors, qu'il a dit sur le ton de l'humour, parce que c'est sa manière de parler, mais où il disait la citation c'est on est toujours dans la merde, c'est juste la profondeur qui change. Et en fait, de regarder cette citation comme ça et de te dire que en fait, ça sera toujours difficile et qu'il y aura toujours entre guillemets de la souffrance ou sur le parcours. Alors, souffrance au sens large, que ce soit des échecs ou des événements difficiles. Il y en aura toujours, faut juste réussir à les surmonter et à nager différemment en fonction de la profondeur, mais l'idée c'est pas de ne plus en avoir, mais c'est de réussir à les surmonter, quoi. Et Bah, et de voir ça comme. On travaille pas mal là-dessus, notamment dans le cadre d'un ultra. Quelque chose qui, un, fait partie du jeu. C'est pas comme si c'est quelque chose qui arrivait rarement ou qu'il y a peu de chances que ça arrive. Quand tu t'inscris sur une course qui fait 120 ou 180 bornes, tu sais qu'il y aura des moments où ça va être dur musculairement, physiquement, mentalement. Il y a la fatigue, il y a la nourriture, enfin voilà, il y a plein de sujets. Donc, accepter, comprendre pourquoi tu fais ces choses-là, et derrière, qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher aussi dans ces moments-là, tu vois. Si tu le vois comme quelque chose d'exploratoire, de dire, OK, je vais aller découvrir potentiellement ce que je pensais être mes limites, je vais aller découvrir des choses sur moi-même, ma capacité justement à rebondir, à passer outre la douleur, à passer au-delà des émotions sur certains sujets. Des fois, juste accepter de ne pas juger et avancer tout petit pas par tout petit pas, mais vraiment être dans cette démarche exploratoire de, on appelle souvent la pain cave ou des choses comme ça. Et ben, c'est hyper intéressant parce que tu en changes ta perception. Si tu as peur d'y aller, forcément, quand tu es dedans, tu vas avoir peur. Par contre, si tu es, je ne vais pas dire content d'y aller, mais que tu y vas pour aller chercher des choses, la perception est vraiment, vraiment différente. Et on travaille pas mal là-dessus. j'ai pas mal de questions qui me viennent et c'est sympa que t'en parles parce que je sais qu'il y a une phrase qui revient souvent quand on est athlète d'endurance et d'ultra-endurance.
mais qu'on entend aussi quand on fait pas partie de ce domaine, c'est que à partir des distances marathon, j'ai l'impression qu'on entend souvent que en fait on vit une vie en X kilomètres, entre 40 et 200 kilomètres en fonction de la taille de la course. Comment d'un point de vue, je sais même pas comment aborder ce sujet, tu vois, mais comment d'un point de vue prépa mental, t'abordes le fait de dire que là tu vas prendre une claque de, pas forcément de maturité, mais de leçons d'apprentissage que t'aurais mis 3, 4, 5, 10 ans à apprendre en un week-end parce que tu vas courir 180 km dans les Alpes, tu vois. Je sais pas s'il faut justement, tu vois, le percevoir comme ça. Les apprentissages, pour moi, tu les tires après la chose. Ok, Plutôt y aller dans la démarche un peu innocente de la chose, anticiper qu'il va y avoir des moments durs, des outils pour sortir de ces moments durs, accepter les émotions qu'il va y avoir, accepter la douleur, tous ces sujets-là. Mais si tu pars dans l'optique de ah, j'ai envie que ce soit dur et derrière je vais prendre des apprentissages, ça va être trop bien, potentiellement la difficulté que tu attends, elle va être amplifiée parce que toi tu t'attends en plus à ce que ce soit dur. Donc je ne sais pas si vraiment il y a de bonnes réponses ok. là-dessus. Pour moi, c'est plutôt la démarche vraiment dans laquelle tu y vas. Tu sais qu'il y a des moments durs, on va travailler dessus. Maintenant, on va surtout travailler pour que ça se passe bien. Mais si tu acceptes la partie qui est difficile, elle risque d'être plus facile, entre guillemets. Ok. Et justement, vu que tu as un peu d'expérience avec les distances en ultra comme ça, comment est-ce que tu travailles ou t'appréhendes cette difficulté? Là, tu as parlé de la pen cave. Je connaissais pas le concept jusqu'à Kevin Moncelli qui est passé sur le podcast aussi où lui en parlait. Euh, mais au-delà de justement la pen cave de se dire ok là ça fait mal et je sors ma petite pelle et je creuse dedans pour voir jusqu'où ça va. Comment en amont tu prépares ça justement avec ce que tu viens de dire ou si tu vas uniquement pour souffrir et savoir ce que tu veux en sortir, c'est peut-être pas la bonne manière d'y aller. Ce qui, en vrai, de mon point de vue, est un peu la manière dont moi j'aborde les choses parce que je sais pas pourquoi, mais j'aime bien cette thématique de me dire j'y vais parce que j'aime pas et que ça va être dur. Mais je me rends compte avec ton retour que c'est peut-être pas la bonne manière d'appréhender la chose. D'abord, je sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise manière, tu vois, c'est plutôt ma vision des choses. Toi, si ça te convient, c'est le principal. Mais dans le cadre d'un ultra, en fait, la première chose, ça va être de faire du fractionnement mental de ta course. Si tu pars pour 160 bornes, ça va être long. Par contre, si tu pars pour 21 et qu'au bout de 21, tu repars pour 16, puis pour 32, puis pour... Enfin, voilà, tu as compris la démarche. C'est quand même complètement différent dans la perception de l'effort, dans ce que tu as envie de mettre entre-temps. Et du coup, on va travailler aussi sur un état d'esprit sur cette partie-là de la course, tu vois. De créer des fois des scénarios de course qui peuvent te permettre d'aller chercher la transcendance, la combativité sur les parties de fin, d'accepter d'être en gestion tout au début pour se dire que finalement, dans le cadre d'un UTMB, la course, elle peut commencer uniquement à Courmayeur. Donc, ce qui se passe du 0 au 70, c'est vraiment courir dans mon rythme, entre guillemets, malgré tout, tranquille, mais d'accepter que potentiellement ce gars-là me double, de travailler tous ces sujets-là pour que toi, ta course, tu fasses une bascule, un switch mental à ce moment-là. Et que finalement, ton UTMB, il fasse plus 170, mais qu'il fasse, si tu as déjà fait les 70 de Courmayeur, qu'il fasse 105, tu vois. Donc, Ouais. tu as vraiment cette partie-là de comment tu vas anticiper les choses. Et après, sur la partie Pain Cave, il y a est-ce que tu y as déjà été? Comment toi tu réagis d'habitude aux moments difficiles? Comment tu les anticipes? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise ou non? Et après, voilà, travailler vraiment là-dessus. Il y a différents outils qu'on peut mettre en place concrètement pour s'en sortir. Mais il y a aussi vraiment le côté un peu, moi qui me plaît, démarche exploratoire de qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher durant ce moment-là aussi. Ok. Parce que tu vois, avec le concept de la pen cave, je l'ai partagé à quelques potes aussi qui font des courses ou du sport, ou même en dehors du sport, tu vois, j'ai des amis qui ont vécu des moments pas drôles d'un point de vue émotionnel et tout ça. Et je sais pas pourquoi dans la discussion le concept de la pen cave était passé et m'ont dit ah mais c'est marrant, je vais essayer d'un point de vue mental, tu vois. Et la question qui me revient le plus souvent aussi à chaque fois, c'est comment est-ce que je sais que j'ai assez creusé ou quand est-ce que je sais qu'il faut que je sorte ou que j'accepte de sortir de la pen cave justement. Et ça, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse parce que même moi, je sais pas le peu de fois où j'y étais. En fait, à un moment, il y a un switch où t'as l'impression qu'il y a un rayon de soleil, il se passe plus rien et t'en sors sans même le savoir, tu vois. Mais comment est-ce que toi, ouais, justement,
tu te poses ces questions où tu juges quand est-ce qu'il faut en sortir ou est-ce qu'en fait on peut pas et c'est naturel et ça se fait tout seul, entre guillemets, en fonction de ce que tu as préparé avant ou non? Bah, pour moi, il y a vraiment 2 choses. Il y a ce que tu as, entre guillemets, «envie» d'aller chercher au moment où ça arrive. Est-ce que ça va être vraiment, passer outre tes limites, aller découvrir quelque chose en toi que tu avais jamais découvert, des choses comme ça? Et dans tous les cas, ça reste quelque chose qui est pas agréable et pas confortable. Globalement, tu es dans le dur, tu es pas dans ton rythme et cetera. Donc plus tôt on sort, mieux c'est. Et c'est là où on met en place les outils de prépa mentale. Mais en amont, c'est de se poser la question de, en avoir le moins peur possible et d'être dans ces démarches de je suis peut-être venu chercher ça aussi à un moment, d'être dans le dur, pour trouver des réponses, soit sur un certain sujet, soit de me dire que bah là, je vais bousculer et casser mon plafond de verre que j'imaginais au niveau de mes limites, que ce soit émotionnel, musculaire, physique, etc. Ou tout simplement bah, aller chercher des ressources que tu n'imaginais pas, en pensant à amis, famille, enfants, tous ces sujets-là, qu'importe. Mais en soi, c'est pas toi qui décides d'y rentrer et d'en sortir. Ça se fait là-haut et c'est comment toi, tu as les outils pour justement influencer ce qui se passe là-haut. Ok, ok, je vois. Je réfléchis en même temps. C'est intéressant de voir de voir ça comme ça justement. Et pour racoler ça un peu au sujet qu'on parlait de base de la narration et de l'histoire personnelle, comment justement cette peine cave, tu l'intègres là-dedans et autour de ça, dans le fait de, en amont ou après justement de l'avoir traversé pour raconter ton histoire. Bah, ça va être tes réussites, enfin, tes expériences, on va dire, passées positives et tes expériences passées négatives. Qu'est-ce que chacune d'entre elles t'a permis et pourquoi elles font qu'aujourd'hui tu es toi. Ok, Et donc, généralement, c'est, enfin, tu parlais de Xavier Niel tout à l'heure, comme tu dis, il est tombé 9 fois. Bah, si tu vas chercher sur les 9 fois, qu'est-ce que lui en a tiré? Bah, c'est peut-être la raison que la 10e fois, il a réussi, tu vois. ouais, Donc, c'est vraiment tirer des leçons, des apprentissages, comprendre que peut-être ça t'a transformé sur tel point, sur la vision, la compréhension de toi, potentiellement que c'est quelque chose que tu as aimé, tout simplement. Au début, on a peur potentiellement de se lancer sur du long, de l'ultra, etc. Mais que, évidemment, pendant le moment, c'est super dur. Mais quand tu passes la ligne, tu te dis, en fait, c'est génial parce que c'est là où j'ai été vraiment en accord avec moi-même sur plein de sujets. ouais. C'est marrant parce que en parlant, je me rends compte que la majorité des gens avec qui j'échange qui font des courses, alors j'ai pas échangé avec beaucoup de personnes qui ont fait des gros ultras ou des ultras entre guillemets, mais il y a toujours un peu ce truc de ok, on vit une vie en une course, mais au début on est content, au milieu c'est vraiment le creux où il y a plus rien qui va, on a envie de tout abandonner et tout jeter par-dessus bord. Et vers la fin, on voit qu'on se rapproche, donc ça va mieux. Et sur les derniers kilomètres, voire les derniers mètres, on se dit, ok, c'était facile en fait. Et dès qu'on a traversé la ligne d'arrivée, c'est quand est-ce qu'on le refait? Est-ce que c'est la même chose que toi, tu vis avec des distances plus longues ou que tes athlètes vivent aussi avec des distances aussi longues et un peu ce cycle? Savoir si ouais, ce cycle est quelque chose de récurrent ou qui dépend vraiment des individus. Parce que j'ai l'impression que si le cycle est quand même assez similaire de chaque personne, on peut mieux s'y préparer par rapport à ce que tu disais, de se faire des mini-séries dans la tête pour une longue distance et de se dire, ok, bah là, je sais qu'il va se passer ça, là, ça, et là, ici, quoi. Bah, il y a forcément des cycles. Après, il va dépendre des gens aussi. Si, enfin, je me souviens de l'année dernière sur la Hard Rock, c'était Ludovic Pomeray qui l'avait dit. Il avait attendu, je crois qu'il l'avait tourné comme ça, attendu l'orage toute la course. Il est jamais arrivé. Il n'a pas eu de moment de moins bien. Et au final, il fait le record de la course. Donc, Ok, il n'y a pas toujours cette partie-là. Et on est très justement là-dedans de se dire, ok, début ça va être bien, comme tu dis, milieu compliqué et fin trop bien. Et on est très dans cette perception-là. Et donc, si tu as cette perception-là, ce sera ça, elle arrivera. Tu ne seras pas surpris. ok, Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va se concentrer sur des émotions qui sont vives, positives comme négatives. Et donc, forcément, quand tu vois à ta montre qu'il te reste 2 kilomètres, que tu commences à voir la foule, potentiellement la banderole, ça va provoquer en toi du bonheur, il va y avoir des hormones positives, etc. Ça va créer de l'adrénaline. Et donc, émotion positive,
tu vas te concentrer là-dessus. Par contre, durant la course, bah, effectivement, tu vois qu'il te reste 60 bornes, il n'y a personne aux alentours, soit il fait nuit, soit le temps est dégueulasse, ou ce que tu veux. Émotion négative, tu vas te concentrer là-dessus, ton cerveau, il prend uniquement ces infos négatives-là. Ok. Donc c'est vraiment, il y a ces deux trucs-là, et du coup, une fois que tu sais que on va se concentrer uniquement sur le super positif ou le super négatif, que le reste des infos un peu neutres, bah, généralement il fait le tri, bah, c'est comment tu essaies d'aller justement chercher toujours les infos super positives. Ok. Très, très clair. Ça me fait me dire un dernier petit sujet ou dernière question par rapport à ça avant de clôturer et de passer sur les questions de fin de l'épisode. Mais je me rends compte qu'il y a un fil rouge tout au long de l'épisode, peu importe les thématiques dont on a parlé, et encore là, à travers que ce soit l'histoire personnelle, comment est-ce qu'on visualise ou qu'on va voir le cycle de la course, ou les émotions qu'on va vivre pendant, qui est le détachement, le fait de se détacher de ce que les autres pensent de moi, de des émotions que je vais avoir pendant la course, de se détacher de ok là ça va être facile, dur, facile. Comment est-ce que toi c'est une thématique que tu travailles et que tu abordes et comment est-ce que tu la travailles le fait de se dire bah ouais, ne pas s'attacher ou s'attendre à certaines choses pour laisser aussi, on va dire, la beauté de la vie et le hasard de la vie arriver sans le prévoir à 100%, mais en étant quand même prêt à l'affronter. Ça va être vraiment en fait travailler sur le moment présent et toi comment tu te sens là. Il y a évidemment ce qu'on a dit tout à l'heure qui t'a envie d'être tout ça, mais on a toujours tendance aussi à vouloir trop se projeter dans le futur, à avoir toujours trop hâte de l'étape d'après. Et donc de savourer bah, vraiment chaque étape, savourer cet entraînement, savourer cette journée. Aujourd'hui, tu as fait 3 trucs cool, bah, note les 3 trucs cool que tu as fait, note les 3 trucs cool qui te sont arrivés, et vraiment bah, savourer l'instant présent et se concentrer là-dessus. Ok, Moi, je trouve ça hyper parfait. important et ça permet de recadrer, de recentrer et d'accepter aussi pas mal de choses. Parce que si tu as toujours hâte de la suite, tu savoures vraiment jamais le moment présent et chaque victoire, finalement, elle est hyper vite passée parce que tu es déjà dans un autre cycle. Ouais, parfait. Merci beaucoup. Ça fait un bon lien avec c'était Alcaraz, je crois, Roland Garros là quand il a gagné. Les journalistes lui ont demandé justement comment il a fait pour faire cette remontada exceptionnelle et ouais, c'est ce qu'il disait. Ben, en fait, je me suis juste concentré sur point après point et j'ai réfléchi à rien d'autre à part le point que je jouais, quoi. Donc, se concentrer et s'enraciner dans le présent, c'est peut-être un bon conseil. C'est complet. Si vous voyez potentiellement gagner au moment où Sinner reprend le point, tu peux tomber dans un truc de panique, etc. Si tu te vois perdre, tu vas perdre parce que les émotions, l'énergie, elle sera pas là. Par contre, si à chaque service, c'est une nouvelle balle, c'est un nouveau match, tout peut arriver. Donc c'est vraiment ce côté lâcher prise qui moi m'intéresse, qu'on travaille pas mal, et reconnexion un peu à soi et au moment présent à travers tes émotions et tes pensées. C'est marrant parce que ça fait beaucoup. Enfin, je viens de faire un lien dans ma tête sans le vouloir, mais quand on parle de prépa mentale, on parle aussi de pilotage et enfin, de conduire, comment on pilote son cerveau, comment est-ce qu'on travaille avec. Et je me rends compte que quand on passe le permis ou qu'on apprend à conduire, c'est la première chose qu'on nous apprend à faire, c'est que la voiture, elle va là où on regarde, et si on regarde la barrière, on va dans la barrière, alors que si on regarde la route, on suit la route, quoi. Et en fait, c'est un peu ce que tu viens de nous dire là, c'est que si on regarde que l'échec, on va dans l'échec et ainsi de suite. L'idée, c'est juste de regarder la route et de se concentrer sur les kilomètres après les kilomètres, quoi. Complet. Petit pas, brique par brique, petit pas par petit pas. Il y aura des briques qui seront plus brillantes que d'autres, mais c'est comment tu crées ton chemin qui te ressemble, avec lequel tu es en accord et là où tu as envie d'aller. Parfait. Merci, merci beaucoup pour ça. Pour passer sur les questions de fin, je reprends mes fiches parce que comme à chaque fois, ce que je t'ai dit en introduction, la première question de fin que je pose, c'est toujours celle de l'invité précédent. Donc là, aujourd'hui, c'était Christian Lacointe, qui est un para-athlète de haut niveau en athlétisme, donc spécialisé en 400 mètres et en saut en longueur. Ok. Et t'as écrit, que fais-tu quand t'as un coup de mou pour te remonter? Oh. Très bonne question. Qu'est-ce que je fais quand j'ai un coup de mou pour me remonter? C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, en fait, côté auto-compassion. Ne pas juger ce coup de mou, ne pas dire je suis trop nul, tous ces sujets-là qu'on a tendance à faire pour l'accentuer, mais plutôt bah, tu l'acceptes et essayer de mettre des petites choses. Je me connais, je connais un peu mon système de récompense aussi, ce qui me fait plaisir. Et donc aller chercher là-dedans,
aller chercher dans du positif, des choses qui se sont bien passées et mettre des choses en place qui te font du bien. Pour que ce coup de mou, si tu as envie qu'il dure longtemps et que tu rajoutes des couches dessus, il durera encore plus longtemps. Et par contre, si tu es dans l'acceptation de ça, de se dire qu'il y a des jours qui sont top et d'autres un peu moins bien, mais que si tu finis ce jour moins bien par quelque chose qui, toi, te fait du bien, ça passera. Ok, très bien, très bien, très bon conseil. Je vais essayer aussi. Et, et pour enchaîner du coup avec les autres questions de fin du podcast, la première c'est, imagine que t'aies aucune contrainte pour faire un resto entre guillemets avec trois personnes. Qui est-ce que tu choisis et pourquoi? Je fais avec ma copine et mes deux meilleurs potes parce que je suis assuré de passer une bonne soirée. Ok, très bonne réponse. Ça te va? Ça me va aussi. Non, j'aime bien ce genre de questions parce que c'est toujours intéressant de voir qui les gens choisissent. Parce que des fois, on se rend compte que les personnes, elles sont déjà, ce que tu disais là, tellement bien ancrées dans le présent qu'elles n'ont pas besoin de regard ou d'avis extérieur pour continuer d'avancer. Et parfois, il y a un mix et des fois, il y a un changement total et on se rend compte que c'est peut-être parce qu'il y a un changement justement d'histoire personnelle ou de changement de chapitre dans l'histoire de la personne. Donc, très cool. Euh, Avant-dernière question, je crois, je me trompe toujours dans les questions, mais est-ce que tu as un livre à nous recommander pour approfondir ce qu'on a dit là aujourd'hui ou découvrir d'autres choses ou, Il y a deux livres, moi, qui m'ont marqué, m'ont amené beaucoup à réfléchir. Le premier, c'était un Kilomètre Zéro, Ok, qui a amené pas mal de choses en fait sur la réflexion de pourquoi tu fais les choses, le travail, qu'est-ce que tu vas entre guillemets aussi chercher dans la vie, qu'est-ce qui te fait du bien, etc. Et avant de faire du trail, je faisais et je fais toujours de la rando, des treks, et j'ai découvert pas mal de choses aussi là-dedans, dans le côté marche longue, qui est vraiment génial, où ton quotidien finalement c'est de faire 20-25 bornes avec un sac à dos sur le dos et soit de dormir en refuge ou en tente, mais ça amène quelque chose en toi sur la réflexion, de penser la connexion au moment présent, etc. Parce qu'il n'y a que ça qui existe et tu vas te concentrer malgré tout, pas par pas, parce que tu es en montagne. Donc ce livre, je le conseille vraiment à tout le monde. Et le livre Born to Run, j'avais beaucoup aimé aussi. Là, on est davantage sur la partie course à pied, mais on revient un peu au basique, à l'essentiel. Et c'est ce qui peut manquer, je trouve, parfois aujourd'hui. Pas mal d'athlètes qui viennent et on travaille là-dessus sur comment tu ne te fais pas exploiter par les données et les datas, qui pensent que quand ils font une séance à tant de BPM, c'est parce qu'ils sont pas bien, ils tombent dans un cercle d'anxiété, etc. Il y en a pas mal avec lequel on travaille là-dessus sur comment toi t'exploites les données et par l'inverse comment elles t'exploitent dans tes émotions, etc. Et donc ce livre-là fait un bon retour, on va dire, à l'essentiel, où il court sans chaussures ou avec des chaussures très minimalistes, il n'y a pas de sujet de montre, il n'y a pas de sujet de nutrition, de gel, de tout ça. Et donc c'est vraiment un peu un retour à l'essentiel qui te questionne toi aussi sur qu'est-ce que tu viens chercher finalement dans la course à pied. bah, parfait. Je vais les acheter. Ils sont dans ma liste depuis un moment, mais, Ça mais passe à l'action. tu me les as bien vendus. Je précise aussi pour tous ceux qui nous écoutent, comme à chaque fois, le premier lien que vous trouverez dans la description, mène vers un site Notion avec toutes les liens du coup pour retrouver les invités à chaque fois et donc Clément, mais en même temps retrouver le titre des livres qui sont proposés par chaque invité. Pour finir, c'est plus un passage de micro que je fais avec chaque invité. Est-ce qu'il y a une personne que tu me recommandes d'aller interviewer sur le podcast pour soit découvrir d'autres choses dans les thématiques qu'on a parlé ou que tu aimerais voir passer derrière le micro pour voir ce qu'elle a à dire? Hum, Moi, je te conseillerais d'aller contacter Valentin Orange. C'est Ok. un athlète avec qui j'ai bossé, qui est vidéaste et ultra-trailer, qui a vécu 10 ans 10 ans en Asie, pardon, et qui a pas mal de choses à raconter avec une expérience de vie sympa sur à la fois la course à pied, le lien entre son métier et ce qu'il pratique au quotidien. Donc, super intéressant. J'ai déjà écouté un ou deux podcasts sur lesquels il est passé et c'est toujours super intéressant. Ok, très cool. J'étais en train d'échanger un peu avec lui sur LinkedIn là, depuis quelques jours, mais d'ailleurs il a fait des documentaires sur sa chaîne YouTube que je vous recommande qui sont très cool si vous voulez découvrir le trail et d'autres sports en nature. Pour, euh, pour finir, je le fais à chaque fois avec chaque invité, c'est la dernière question que je pose. Est-ce que c'était un épisode réussi pour toi?
Moi, j'ai beaucoup aimé tes questions. Ça a amené à pas mal de sujets et je trouve ça fort dans les podcasts où on regardera le temps de parole, mais la personne qui interview pose des questions et combien de temps l'autre met à répondre. Et je pense qu'on était là-dedans, donc non, c'était un très bon moment. Très cool. Bah, merci beaucoup aussi à toi, c'était un plaisir partagé. Et merci aussi du coup à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Comme à chaque fois, je l'ai précisé avant, mais je leur précise à chaque fin d'épisode. N'oubliez pas de vous abonner déjà pour pouvoir suivre les prochains épisodes parce que ça nous aide beaucoup. Et vous pourrez retrouver aussi dans la description tous les liens de Clément et le lien pour retrouver les livres qu'il vous a recommandés. Merci Clément d'être passé. Là, c'est vraiment pour finir l'épisode, c'est plus une question, c'est ce que je fais à chaque fin d'invité avec chaque fin d'épisode avec chaque invité, je leur laisse le mot de la fin pour finir. Tu as 60 secondes pour résumer ce qu'on a dit ou passer le message que tu veux que les gens retiennent de toi ou de ce passage. Je te laisse le micro pour finir. Oh, pas facile ça comme exercice. Moi, je dirais tout simplement, demandez-vous pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire. Très bonne question, merci beaucoup. Avec plaisir, Clément, à bientôt.